En fait, tu remarques souvent que l'excellence naît dans le fait d'embrasser des opposés. Le management, c'est la capacité à soutenir et challenger. La parentalité, c'est savoir être absent et présent. Et justement, souvent, plus facile le 0 et le 1, alors qu'en fait, l'excellence, elle est dans le fait d'être dans la zone grise de la bonne manière. C'est juste un symbole de l'État américain me reconnaît, c'est le nombre de personnes qui m'ont dit que c'était impossible. Du coup, j'ai pu aller aux États-Unis, faire mes confs aux États-Unis, à Miami, Los Angeles. C'est un symbole pour moi que tout est possible. Bonjour à tous, nous sommes en direct sur la chaîne YouTube Fructify et j'ai un invité assez exceptionnel aujourd'hui, ça me fait très plaisir de le recevoir, David Laroche. Salut David. Salut Rémi. David Laroche, si vous ne le connaissez pas, conférencier international, coach, il a une entreprise absolument incroyable dans le leadership, le développement personnel, la confiance en soi. Est-ce que tu peux nous rajouter 2-3 petits points, un petit peu peut-être sur ton actualité? Là en ce moment, notre gros focus, c'est le développement de notre école de coaching à l'international. Donc en fait, on a créé une école de coaching où on forme des personnes qui ne sont pas coachs à devenir coach sur 2 ans. J'ai adoré l'histoire de Top Gun. On connaît tous Top Gun pour le film, mais en fait, la vraie histoire de Top Gun, elle est fascinante. Pendant la guerre du Vietnam, il y avait les Américains contre les Vietnamiens, mais en fait, c'était Vietnam contre les Russes, que c'était les avions russes MiG de nos Vietnamiens. Quand il y a un avion américain qui décolle, ils arrivaient à abattre moins d'avions qu'ils en perdaient. Ils ont créé une école qui s'est appelée du coup Top Gun. En 3 ans, avec les mêmes pilotes, en changeant la pédagogie de l'école, ils sont passés donc d'en perdre plus à être capables d'abattre 12 ou 13 avions russes pour n'en perdre qu'un, soit multiplié par 15 la performance des pilotes. Quand j'ai vu ça, voilà, je me suis dit je veux créer la première école au monde qui enseigne le coaching en utilisant la pédagogie qui a été utilisée dans Top Gun, qui est une pédagogie bien particulière. Forcément, sinon, on ne saurait pas créer ces résultats-là. Et donc voilà, je me suis dit ça et ça fait 5 ans qu'on est dessus. Les gens adorent. Donc là, en ce moment, on met beaucoup d'énergie à développer l'école. D'accord. Et cette école, j'ai vu qu'elle était très internationale dès le début, j'ai l'impression. Donc ça s'appelle Paradox Group. Alors Paradox Group, c'est le groupe. C'est le groupe, Mais voilà. l'école, elle a un autre nom. Voilà. D'accord. Quel est le nom de l'école? C'est Effective Coaching Institute. D'accord. Et donc, je sais que tu es quelqu'un qui aime l'international, puisque depuis longtemps, je t'ai suivi dans tes vidéos bien avant que tu lances cette école de coaching. Et tu avais un truc, quand même, qui était super impressionnant, c'est que tu arrivais à avoir des gens exceptionnels dans tes émissions. Alors, j'adore ça parce que moi, j'ai réussi aussi un petit peu, un peu moins que toi, mais j'ai réussi J'ai vu des que tu as coups réussi assez à avoir intéressants. guéri, c'est très beau. C'est déjà pas mal. Pourquoi tu as voulu tout de suite faire quelque chose d'international? Quelle est ton ambition là-dessus? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Quel est ton rêve peut-être ultime pour ce groupe et cette école? Bon, déjà, je suis vraiment inspiré par le fait de ne se donner aucune limite et le marché francophone, il reste plus limité. Donc, ça m'inspire l'idée d'avoir le terrain de jeu qui est le plus grand possible. Aussi, j'adore l'anglais et je suis fasciné par cette langue et spécialement, j'ai changé ma vie grâce à beaucoup de personnes qui sont anglophones, que ce soit par les livres ou par des vidéos. Et donc, pour moi, arriver à jouer sur ce marché-là, ça a beaucoup de sens. Maintenant, pour l'autre partie de la question qui est mon ambition par rapport à l'école, voilà, je veux créer une école qui permette d'accompagner des personnes à devenir des coachs d'exception pour qu'elles puissent avoir le maximum d'impact dans le monde. Donc, je veux que ce soit le Harvard du coaching à l'échelle internationale, spécialement sur le marché anglophone et francophone. J'ai d'autres ambitions parce que l'école, c'est une des entreprises finalement. Là, on est sur un projet qui m'inspire beaucoup autour de la pédagogie, où l'idée, c'est de rendre accessible, captivant, fascinant et durable de la connaissance autour de l'humain, donc que ce soit de la productivité, le leadership, même on pourrait la sexualité ou d'autres thématiques. Ouais, des choses qui sont importantes pour les gens finalement. Voilà, donc ça c'est le futur. Et donc là, j'imagine que le développement a dû être rapide et gros. Enfin, moi, je suis allé voir un petit peu sur ton site, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'offres d'emploi ouvertes. Ouais. Comment on arrive à passer, parce que nous on a la même problématique chez Fructify, de passer d'une toute petite équipe à une équipe beaucoup plus grande. Quelles sont tes problématiques aujourd'hui? Comment tu résous ces points-là? Et comment tu arrives à instiller une véritable culture d'entreprise, qu'on sait que c'est super important quand on grossit? Bon, sachant que moi, je pense que je suis à la base le pire élève du scaling. C'est-à-dire, j'étais le produit, j'étais le CEO, dirigeant, j'étais le head of marketing, le head of sales, le CTO. Donc, c'est sûr que à la base, mon entreprise n'était pas du tout scalable. Donc en fait, j'ai réalisé, je me suis dit, voilà, si moi demain je suis malade, si moi demain j'ai un problème, ben en fait l'entreprise elle est fragile. Donc pour répondre à ta question, ça s'est fait en étapes. La première chose, ça a été de lister exactement tout ce que je fais dans un mois
et de regarder en face qu'est-ce qui est le plus facile à déléguer en faisant un tableau qui a 2 colonnes. C'est une première colonne, à quel point je suis compétent de 0 à 5, 5 étant je suis vraiment au-dessus de la normale. Compétent, c'est voilà, je suis bon, et incompétent, je suis en dessous. Voilà. Donc de 1 à 5, et l'autre colonne, à quel point j'adore faire ça. Typiquement, tu peux avoir des choses que tu aimes bien faire et t'es pas très bon, et à l'inverse, des trucs où tu es très bon mais t'aimes pas le faire. Exact. Et j'ai commencé par déléguer. J'étais pas si bon, et en plus de ça, je kiffais pas. Donc pour ça, on est passé d'avoir 0 process à documenter déjà tout ce qu'on fait en interne, tout ce que je fais, écrire des process, enregistrer des vidéos avec des logiciels comme Loom par exemple pour enregistrer l'écran. Cette étape-là, elle m'a beaucoup aidé parce que je me suis rendu compte. En fait, pendant longtemps, je me disais non mais ça, je peux pas le déléguer, les gens vont pas le faire aussi bien que moi, ou même si c'est pas aussi bien, vont pas le faire au niveau que je veux. Et donc j'avais beaucoup de croyances comme quoi c'était pas possible de m'extraire finalement de l'équation. Le fait d'écrire, le fait de processer par une vidéo et de découper les morceaux des tâches, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qui se délèguent. Est-ce qu'il y a eu un déclic dans ta tête là-dessus? Est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit, mais attends, mais je suis pas le meilleur dans toutes ces tâches, je peux les déléguer? Ou est-ce que ça a pris vraiment beaucoup de temps? Est-ce que tu as eu un déclic vraiment précis? J'ai pas eu un déclic précis. Après, j'ai eu plusieurs phases de moments où j'ai eu des déclics. C'est que il y a 3 ans de me rendre compte que justement, j'étais épuisé physiquement à faire tout dans l'entreprise, et de moins en moins de choses finalement que je kiffe, alors que le but pour moi du projet à la base, et qui est le plus important même pour les gens que j'accompagne, c'est d'aller vivre une vie qui t'inspire vraiment. Tu devenais esclave de ton entreprise finalement, d'une certaine manière. Je devenais esclave de mon entreprise, et en fait j'ai jamais été inspiré par les messages du type semaine de 4 heures, même si le bouquin est top en lui-même, mais l'idée d'être sur une plage à rien faire m'a jamais inspiré. Mais en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que là, c'était pas tant une question de passer de 70 heures par semaine à 4, mais plutôt de c'est quoi le contenu de ces 70 heures et à quel point ces 70 heures je les apprécie. Et puis après, je pense que le déclic, ça a été de... Ah oui, si, j'en ai eu un. J'étais aux États-Unis dans un groupe d'entrepreneurs. C'était une formation. Et il y avait plein de speakers qui étaient super intéressants, et moi, j'arrivais pas à me concentrer à écouter parce que j'ai reçu plein de mails, il y avait plein de choses à gérer. Et à côté de moi, j'avais des entrepreneurs qui devaient avoir 10 ou 15 ans de plus, passer leur temps à soit faire la fête, écouter, qui avaient des business au moins 5 ou 10 fois plus gros que les miens. Et là, ça a cassé un truc. Parce qu'en fait, jusqu'à présent, j'avais un peu l'association que c'est soit tu avais un business qui était gros, et dans ces cas-là, tu bossais comme un malade, ou alors tu avais un petit business, le lifestyle business du blogueur. Et donc, ça, je le voulais pas. Et là, ça m'a ouvert une nouvelle case, que c'était possible de faire quelque chose de 10 fois plus gros que moi, d'être plus concentré sur apprendre, qui est une valeur importante pour moi, de kiffer. Et là, je me suis dit, ok, c'est la prochaine étape. On est parti de très très loin sur la partie recrutement, t'en parlais. Avant, j'étais passif sur mon recrutement, c'est-à-dire qu'on avait besoin de quelqu'un, je faisais un petit post sur nos réseaux, vu qu'on a beaucoup de gens qui nous suivent, il y a des candidats, mais les candidats qui postulaient, ils n'étaient pas forcément les bonnes personnes pour le poste. C'était des gens qui aimaient la mission. Donc, ce qui était top, c'est qu'on a eu plein de personnes dans l'entreprise très missionnées, très impliquées. Donc, oui, ils étaient passionnés peut-être par le projet aussi, voilà, par toi, etc. Passionnés par le projet, mais pas forcément les meilleurs pour le poste. Et donc voilà, depuis 2 ans, ça a été un déclic de me dire, pendant longtemps, je pensais que la première mission de mon entreprise, c'était créer un super produit, 2, le marketer. Mais en fait, c'est pas ça. En fait. La première mission de l'entrepreneur, c'est trouver les bonnes personnes. Et c'est tout. Parce que si tu as les bonnes personnes, ils participent à améliorer le produit, ils participent à faire le marketing. Et ça a été un autre déclic, si j'en ai un autre. C'est que dans la série d'interviews que j'ai faites, pendant un moment donné, je rencontrais des gens qui avaient des business en dessous de 10 millions. Et puis après, j'ai commencé à faire toute une série d'interviews avec des gens qui ont des business à plus de 10 millions. Et là, ça a été un déclic parce que je me suis rendu compte. Moi, j'imaginais que j'allais faire une interview avec quelqu'un qui allait m'apprendre des trucs de fou en marketing, qui allait m'apprendre des trucs de fou en sales. Mais en fait, je me rendais compte que j'étais plus expert que eux sur plein d'aspects. Mais il y avait un endroit où ils étaient bien meilleurs que moi, c'était la vision, où est-ce qu'ils voulaient amener la boîte, et la capacité à fédérer, rassembler, attirer, identifier, trouver des top collaborateurs. Donc là, ça c'était un changement de mindset, de me dire ma vraie mission, c'est pas de devenir un top marketeur, c'est de trouver des top marketeurs. Ma vraie mission, c'est pas de devenir un top vidéaste, c'est de trouver des top vidéastes. Et pour ça, et Victor, je dois dire, qui contribue beaucoup à ce qu'on fait. Et donc, on a complètement revu le process de recrutement, donc passer de quelque chose qui est totalement passif à un processus actif, designer un processus de recrutement, améliorer le branding, la marque employeur de l'entreprise,
travailler sur, tu parlais de la culture, clarifier c'est quoi notre mission et pas seulement c'est quoi ma mission, moi David, c'est quoi notre mission en tant qu'entreprise, c'est quoi la vision, où est-ce qu'on veut aller, Pourquoi vous faites ce que vous faites, pourquoi on fait ce qu'on fait, c'est quoi les valeurs finalement qui sont importantes pour nous, communiquer là-dessus et arriver justement à rendre plus sexy ce qu'on fait tout en évitant le côté où justement tu es sexy pour les mauvaises personnes, c'est une ligne qui est fine. Avoir plusieurs étapes d'interview, donc on a beaucoup travaillé sur comment on mène un entretien d'embauche. C'est vrai qu'on croit qu'on sait faire ça, mais en fait. Non, moi typiquement, non, On je n'a savais jamais pas faire. appris. Je savais pas faire. Il y a plein d'erreurs que je faisais, plein de choses que j'ai apprises, plein de questions qui sont. Par exemple, je sais pas, il y a des dizaines de questions qui sont percutantes. Moi, je faisais des entretiens d'embauche, je restais dans la surface. Par exemple, c'est une question d'Elon Musk d'ailleurs, de demander à la personne quel est son plus gros challenge professionnel qu'elle a surmonté et de lui demander de le décrire, mais vraiment en détail. Et ça dit beaucoup de choses sur à quel point la personne, est-ce qu'elle a réellement géré le challenge ou est-ce qu'elle était dans la boucle et elle est au courant du truc, mais elle ne saura pas te l'expliquer. Et tu vois vite la différence entre la personne qui a géré le problème. Et puis tu verras s'il s'est retiré un peu, s'il s'est mis à l'écart ou s'il a vraiment essayé de gérer le problème et de le résoudre, quoi, finalement. Voilà. Et il y a plein de questions de ce type-là. Une qui est vraiment top, par exemple, c'est de dire, tiens, quand on va appeler tes managers, et quand on va appeler, pas si on va appeler, et c'est une distinction qui est hyper importante. Quand on va appeler tes managers, qu'est-ce qu'ils vont dire de toi par rapport à 3 questions? Ta performance sur 10, ta force et tes faiblesses, enfin tes forces et tes faiblesses. Et ce qui est hyper intéressant par rapport aux clichés. Quelles sont tes 3 qualités et tes 3 défauts? Voilà, où la personne va avoir un biais naturel à les enjoliver. Là, elle sait que on va appeler... elle a préparé en plus les réponses. Mais là, même si elle les a préparées, elle sait qu'on va appeler son manager. Et donc, du coup, elle répond à la même question avec le prisme de qu'est-ce que va dire au manager. Il se trouve qu'en plus, nous, on appelle. Et donc, ça, juste ce changement-là, c'est fou le niveau d'authenticité que ça crée dans l'entretien. Donc, ça, c'est des exemples. Mais aussi un autre aspect qui est de rendre concret tes valeurs avec, par exemple, tu donnes 2 exemples. Voilà ce que c'est ne pas suivre la valeur. Voilà ce que c'est suivre la valeur. Pour que du coup, ça soit pas juste théorique. Par exemple, pour nous, une valeur, c'est growth over ego. Donc, la croissance au-delà de l'ego. Tu peux la comprendre, tu peux te l'expliquer. Mais si je te donne des exemples concrets, un exemple concret, c'est je te donne un feedback, pas forcément agréable, pas forcément confortable. Moi ou quelqu'un de l'entreprise, le comportement qu'on veut pas, c'est tu le vis mal, tu es agressif, tu le vis bien, mais t'en fais rien. Le comportement finalement qu'on recherche, et la personne elle est contente d'avoir reçu un feedback, même s'il est inconfortable. Growth over ego, ça veut aussi dire, un autre exemple, ça veut dire que si quelqu'un de l'entreprise repère qu'un manager, et y compris moi, fait quelque chose qui pourrait être amélioré, elle ose le dire et donc il n'y a pas de notion de hiérarchie. Et donc typiquement, un exemple, c'est tu vois David, je sais pas, tu vois un podcast de David, tu vois un truc qui fait mal, et le comportement qu'on veut pas, t'oses pas lui dire parce que c'est le CEO. Le comportement qu'on veut, c'est t'oses lui dire. Et voilà, ça, du coup, ça rend formes et correctement. Bien sûr, avec les formes. Mais ça rend concret la valeur. Donc ça, c'est d'autres choses. Faire plus souvent des team meetings. Là, en ce moment, ce qui nous aide énormément, c'est pas seulement les objectifs de l'entreprise, mais c'est quoi les OKR, donc Objective Key Results, à 3 mois, pour que tout le monde soit au clair sur qu'est-ce qu'on veut accomplir. Qu'il y ait une vision, en fait, moyen et long terme. La vision long terme, c'est parce qu'on a dit tout à l'heure, vraiment vision, mission, c'est très loin. Pour donner du sens, c'est un peu dans 10 ans, on va mettre un homme sur la Lune et le ramener sur Terre en toute sécurité. Pourquoi je travaille dans cette entreprise? Voilà, pourquoi je travaille. Mais là, les OKR, c'est le combo un peu magique entre la vision qui est inspirante pour les équipes. C'est quoi la bataille qu'on veut gagner à l'échelle des 3 mois au niveau de l'entreprise et ensuite décomposer au niveau de chaque département. J'étais avec une maison d'édition là récemment et elle me disait qu'il y avait un petit problème de motivation au niveau des équipes. Il y a des grandes chances qu'un des facteurs, c'est qu'ils aient oublié, mais c'est son rôle en tant que leader de le faire, ils aient oublié les équipes, qu'est-ce qu'ils font réellement et qu'ils soient potentiellement en train de juste designer une couverture, faire la promotion d'un livre, plutôt que de se rappeler à quel point ça peut être beau de diffuser du savoir, diffuser de la connaissance. Des fois, il y a un manque de sens effectivement dans ce qu'on fait. Et moi, j'ai été salarié de pas mal d'entreprises avant d'être entrepreneur. Et c'est vrai que, alors je ne vais pas critiquer tout le monde, hein, moi aussi j'avais mes défauts, mais souvent il y avait ce problème-là, très central, très simple en fait. Pourquoi je vais travailler ce matin? Et des fois, on ne savait pas. Beaucoup de salariés ne savent pas. Et je pense qu'on est rentré dans un monde maintenant où les gens veulent savoir pourquoi ils travaillent. Le sens est très important. Ouais, et d'ailleurs, j'adore cet exemple que je cite souvent à l'équipe qui, pour moi, est énorme. C'est les 3
hommes qui qui taillent des pierres. Au premier homme, on va le voir, on lui dit c'est quoi ton métier? Il dit mon métier, c'est de tailler des pierres et de les poser. Le deuxième homme, on vient le voir, on lui dit c'est quoi ton métier? Il dit c'est de tailler des pierres et de construire le mur le plus beau possible. Et le troisième homme, on lui dit tiens, c'est quoi ton métier? Il dit c'est de tailler des pierres et construire une cathédrale. Les trois font le même métier, mais simplement tu poses pas les pierres de la même manière quand tu sais que tu construis une cathédrale, parce que tu n'as pas envie que ta cathédrale elle s'effondre. Et il y a beaucoup d'audits typiquement qui ont été faits à la NASA avec l'histoire de Kennedy dans 10 ans, marche sur la Lune, parce qu'en fait avant ça, la NASA elle part dans toutes les directions, elle a plus de 100 objectifs. À l'époque, dans les années 60, pour rappeler pour ceux qui ne sont pas au courant, effectivement, quand Kennedy a dit dans moins de 10 ans, on mettra un pied sur la Lune, personne n'y croyait à l'époque, à part eux. Effectivement, ils vont passer de 100 objectifs dans toutes les directions à un truc qui est visuel, imagé, émotionnel, et qui fait que c'est l'anecdote qui a été souvent citée où Kennedy est à la NASA, il demande à quelqu'un qui fait le ménage dans les locaux, c'est quoi votre métier? Et il répond, je mets un homme sur la Lune. Et ça peut sembler banal en disant mais c'est quoi le rapport? Mais forcément, tu nettoies pas les locaux de la même manière. Quand tu te dis que tu as envie de contribuer au bien-être des ingénieurs, tu as envie de contribuer à la motivation des équipes, et quand tu as toute une organisation, en tout cas une grande partie de l'organisation qui est comme ça change tout. Là, par exemple, donc on a implémenté plus récemment les OKR. Voilà, c'est ce que je disais aux équipes, c'est pas les OKR pour les OKR, c'est pas l'exécution pour l'exécution. C'est ce qui va nous permettre. On a créé un concept qui s'appelle le 100,000 Dreams Wall, le mur des 100 000 rêves, qui est un mur sur lequel on met les photos des... un véritable mur. Un véritable mur sur lequel on met les photos de nos clients qui ont transformé des choses dans leur vie, que ce soit réussir une levée de fonds, que ce soit vendre leur entreprise, mais ça peut être perdre du poids, arrêter de fumer, faire un tour du monde, dire je t'aime à un de leurs parents. Peu importe ce qui est important pour eux. Et de relier en fait qu'on va mettre en place plus de processus en interne, mais que c'est pas pour le faire. C'est que c'est ça qui nous permet de mettre plus de visages sur le mur, que c'est ça qui nous permet aussi de s'entourer de collaborateurs encore plus inspirants, encore plus talentueux, parce que c'est prouvé qu'un des facteurs de bien-être, c'est pas tant seulement est-ce que tu as une table de ping-pong au travail, mais à quel point tu es entouré de collègues inspirants, avec des challenges qui te motivent. Et donc voilà, quand tu relis en fait plein de choses que tu vas faire dans ton quotidien à un truc plus grand, t'es pas motivé de la même manière. Et c'est pas valable seulement pour les employés. Moi, en tant que CEO, ça change mon énergie de me rappeler que ce qu'on est en train de mettre en place, qui peut sembler très froid, ça a pour but, par exemple, un autre projet qui nous inspire, qui est de créer un documentaire pour Netflix. Forcément, ça donne beaucoup plus de sens. Donc, ça répond à une partie de la question de la culture, c'est que définir vraiment mission, valeur, vision, et ensuite les communiquer de manière visuelle, de manière storytellée, régulièrement à tes équipes, ça donne beaucoup de sens, ça change la culture. Tu peux en dire plus sur le documentaire Netflix ou c'est encore secret défense? Non, c'est pas secret défense. J'adore la vidéo, clairement, depuis longtemps. Pour moi, la vidéo, c'est un moyen de transmettre des idées à un public qui est très très large, parce que ça mobilise beaucoup de sens. Et donc, je veux faire un documentaire, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je veux faire un documentaire qui soit captivant et fascinant par son storytelling et qui permette de comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête de personnes qui créent des résultats hors normes, que ce soit dans le monde de l'art, du sport, de l'entrepreneuriat, avec un mix de neurosciences et d'éléments biographiques, avec des interviews de personnes francophones et américaines qui ont fait des choses incroyables. Ah, c'est un beau projet. C'est un beau projet, puis je trouve que ça irait bien dans la continuité de ce que tu faisais comme interview, effectivement, de gens inspirants dans tous les domaines. Pas seulement l'entrepreneuriat, mais le sport, l'art, etc. C'est vrai que d'ailleurs, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je pense que tu l'as bien noté, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent en fait entre ces parcours. Quand on prend un exceptionnel athlète, j'ai vu qu'il y avait une très belle photo de Air Jordan. Je suis un fan des trois Michael, Jackson, Tyson et Jordan, donc voilà, je comprends bien le truc. Quand on voit un peu les parcours de ces mecs-là, ou de ces femmes-là, c'est très très lié également au parcours que peuvent avoir des grands entrepreneurs, des grands scientifiques, des grands artistes. Comment tu expliques ça? Est-ce que pour toi, il y a pas une secrète sauce, pas une sauce secrète, mais quelque chose qui pourrait relier? Quels sont les points les plus importants pour toi pour amener à cette réussite-là? Il y en a plein de choses communes à ces personnes-là, mais je dirais qu'il y en a, on pourrait en citer 5. La première, c'est à quel point ils font tous quelque chose qui les passionne, qu'ils aiment profondément, parce que, voilà, par exemple, la maman, je crois que c'est la maman, mais la maman de Da Vinci, elle pouvait des fois dire à son fils de manger. Il oubliait de manger tellement il était absorbé par ses peintures. Il pouvait passer plusieurs jours à peine manger, à peine boire et être focalisé sur ce qu'il fait. Forcément, quand tu
quand tu as ce niveau de passion pour quelque chose, tu vas pas mettre la même énergie. Et c'est prouvé aujourd'hui en neurosciences que quand quelqu'un fixe un objectif qui est aligné avec ce qui est important pour lui, le glucose et l'oxygène alimentent le lobe préfrontal, qui est la partie avant du cerveau, et qui, hyper intéressant, si on tape lobe préfrontal sur Wikipédia, ils en parlent comme le centre exécutif du cerveau, donc c'est un peu le codir du cerveau, dont les missions de cette partie du cerveau sont planification, organisation, intuition, créativité, régulation des émotions, empathie, qui est indispensable dans le côté commercial, marketing, relation à l'autre. Donc c'est hyper intéressant quand tu fixes un objectif qui est important pour toi, tu as accès à tout ce qui est indispensable justement pour organiser une vie. À l'inverse, quand tu fixes un objectif qui ne t'inspire pas, tu as l'amygdale qui est beaucoup plus en fonctionnement. L'amygdale, c'est ce qui gère, entre autres, principalement la peur, le danger et la gratification immédiate. Et que typiquement, quand tu as un but qui ne t'inspire pas, tu vas avoir beaucoup plus tendance à manger, consommer des dopants ou des drogues, dépenser de manière compulsive. Parce qu'en fait, c'est plus la partie animale qui prend le dessus, qui va faire que tu vas chercher le plaisir immédiat et fuir la douleur immédiate. Or, ce qui construit une entreprise ou ce qui construit un parcours comme Michael Jordan, c'est beaucoup d'inconfort à court terme. Mais encore une fois, la vision basique du développement personnel serait de dire il faut que tu traverses l'inconfort. Mais c'est pas ça, c'est une conséquence. C'est une conséquence d'avoir un but qui t'inspire véritablement. Darwin, son père s'inquiétait de sa scolarité et n'arrivait pas à le motiver. Donc c'était pas une question de motivation. Mais par contre, depuis petit, il rassemblait des espèces vivantes ou mortes à la maison. Ses parents ne comprenaient pas. Il va décider de faire un tour non rémunéré dont les chances de mourir sont hyper élevées, où l'objectif, c'est de faire une croisière où on rassemble des éléments naturels un peu partout dans le monde. Et c'est comme ça qu'il va créer donc, l'évolution. Voilà, la théorie de l'évolution. Et qui va faire de lui un des plus grands scientifiques. Et on retrouve ça de manière systématique. Donc ça, c'est le 1. Le numéro 2, c'est une capacité qui est plus ou moins grande, mais qui est quand même élevée chez tous, à transcender, à transformer l'échec, la difficulté en opportunité. Il y a des magnifiques recherches par Carol Dweck de Stanford sur les plus grands sportifs, artistes, pianistes, qui montrent que, et c'est hyper intéressant, que les personnes qui réussissent face à l'adversité, c'est quand on met un scanner sur leur cerveau, c'est pas les mêmes parties du cerveau qui s'activent. Et encore une fois, très intéressant, monsieur, madame, tout le monde, quand on lui fait un feedback négatif, ou alors quand il est en train de faire une erreur ou d'échouer, l'amygdale se met en fonctionnement, sous-entendu, je suis en danger. Ouais, c'est un peu de l'émotion qui revient finalement. Et oui, il y a le danger, la fameuse... Je suis en danger et donc je vais me protéger. À l'inverse, quand on met des scanners sur des personnes qui ont tendance à avoir une croissance qui est plus grande, quand on les critique, quand ils sont dans l'erreur ou quand ils sont dans l'échec, c'est pas que c'est agréable, mais le lobe préfrontal, encore une fois, s'illumine beaucoup plus au niveau du scanner et on se rend compte que à l'issue de l'échec, même si c'est inconfortable, ils ont un regain d'énergie. Ça me rappelle une histoire d'ailleurs en 1980 aux American Music Awards. Michael Jackson arrive sur scène, il gagne qu'un award ce jour-là pour Off the Wall, son pas vraiment premier album, on va dire premier album solo. Et je me rappellerai toujours, il en parle dans son livre Moonwalk de 1988, que je recommande à tout le monde d'ailleurs, une autobiographie incroyable, où il dit, ce jour-là, j'ai dit ok, vous voulez pas me faire confiance, je vais faire Thriller. Et il a fait Thriller derrière, et il ramène 8 Grammy Awards et je ne sais combien de et donc ça, voilà, exactement, c'est ce que donc Carol Dweck a parlé, elle a donné le terme de growth mindset, c'est que là où d'autres personnes se seraient dit, en fait, le monde ne me reconnaît pas et vont s'éteindre, là au contraire, lui, ça lui donne de la motivation. Et ce qui est intéressant entre le mindset donc fixe et mindset de croissance selon donc Stanford, c'est que quand tu es en mindset fixe, l'échec, l'erreur ou la critique définit ma valeur. Donc si, par exemple, je crée un album, je ne suis pas reconnu, ça veut dire que moi, en tant que personne, je n'ai pas de valeur. Là où en growth mindset, si le monde extérieur ne me reconnaît pas, ou que j'ai un échec, ou que je fais une erreur, ça veut dire que mes comportements n'étaient pas les bons. Et donc ça change tout, parce que ma valeur n'est pas remise en question. Et donc, c'est fascinant. La bonne nouvelle, pour ceux qui s'inquiéteraient, c'est que ce n'est pas quelque chose de génétique, c'est quelque chose qui est entraîné. Il y a des magnifiques études qui ont été faites auprès d'enfants qui, à la base, sont en fixed mindset et qui ont été rééduqués à fonctionner en growth mindset. Donc ça, c'est le deuxième élément, la relation que tu as à l'échec, la critique et le regard des autres. Là, juste avant qu'on soit ensemble, j'étais avec un des plus grands producteurs français qui est très souvent critiqué pour ses créations et ses productions.
Mais ce qui est intéressant, c'est que ça ne l'arrête pas en fait. Ça, au contraire, il continue de produire et sa carrière, elle continue là où plein de personnes ne supporteraient pas en fait, comme moi par exemple, le David du démarrage, qui était en indigestion de la critique. Donc ça, c'est le deuxième. Un troisième élément, c'est pas forcément au premier succès, mais quand tu prends un succès très sur le long terme, c'est souvent la capacité à réguler l'ego, la capacité à... Tu peux très vite brûler en vol, quoi. Bah souvent, souvent le plus gros danger à une réussite long terme, c'est ton premier succès. Exact. Parce qu'au moment où tu te mets à avoir ton premier succès, souvent... En fait, c'est très intéressant en termes de neurosciences ce qui se passe, c'est que on a globalement, en moyenne, une très haute estime de nous-mêmes et on a des biais optimistes envers nous-mêmes. Par exemple, quand tu regardes des études, les gens pensent qu'ils sont tous... 90% des gens pensent qu'ils sont dans le premier tiers des conducteurs, par exemple. Ce qui est mathématiquement impossible. Exactement. Donc on a un biais à penser qu'on est au-dessus. Le problème, c'est que... Et donc, tant qu'entre guillemets, on ne réussit pas extérieurement, l'extérieur ne confirme pas notre théorie, donc on reste plus ou moins humble. Mais le problème, c'est qu'au moment où on a notre première réussite, vu qu'on a une estime de nous qui est très élevée, l'extérieur maintenant validant notre théorie, ça peut aller plus loin. là, trop loin. c'est l'hubris, c'est-à-dire je vais me sentir spécial. Donc ça, c'est un phénomène qui est naturel, par lequel passent toutes les personnes, même celles qui ont des réussites sur le long terme, mais la différence, souvent, c'est qu'on prend par exemple un Ray Dalio, qui s'est pris une grosse start, typiquement, il a perdu beaucoup d'argent. Il a réussi justement à sortir de ce schéma-là, redevenir humble, apprendre de finalement tout ce qui lui a permis d'avoir sa première réussite et continuer. Donc ça, c'est un autre élément, la capacité finalement à, malgré les louanges extérieures, rester centré et focalisé sur son projet. Et voilà, Warren Buffett, il dit dans l'investissement, ton pire ennemi, c'est tes émotions. Parce que dès que tu commences à penser que c'est bon, tu maîtrises, que tu es spécial, ou à l'inverse, que c'est la catastrophe, que c'est pas possible, la courbe d'optimisme ou la courbe de pessimisme, elle te fait prendre des décisions pourries en termes d'investissement, et pas que, en termes de décision, en termes de couple, en termes de recrutement, à plein d'endroits. Les biais, c'est dangereux. Les gens t'entendent les gros discours de la réussite, c'est une question de volonté. Or, il y a beaucoup d'études scientifiques qui montrent que les gens qui réussissent, paradoxalement, utilisent moins leur capital volonté dans la journée que monsieur, madame, tout le monde. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que quand tu te réveilles, tu as une banque de volonté qui t'est donnée, tu as un virement de volonté qui t'est donné, qui est un stock, et plus tu l'utilises, par exemple, il y a des études qui ont été faites, tu résistes aux cookies, et ben du coup, l'après-midi, on te demande de faire un quiz qui te demande de te concentrer, tu es moins bon que ceux qui n'ont pas résisté aux cookies le matin. Donc tu as un stock qui est limité. Ça, c'est la première niveau d'étude. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que les gens qui réussissent, justement, c'est pas qu'ils résistent mieux aux cookies, c'est qu'ils s'assurent de ne pas avoir de cookies dans la journée. Et ça s'applique à plein d'endroits. Par exemple, dans mon cas, c'est un exemple que je prends souvent, je voulais aller plus souvent à la piscine. Et le simple fait de devoir chercher mon maillot de bain qui n'était pas propre ce jour-là, ou mes lunettes de piscine qui ne sont pas prêtes, ou que je ne trouve pas. Il y a toujours une bonne excuse pour « Ah non, il faut encore faire ça ». En fait, il faut... C'est plus qu'une bonne excuse, c'est qu'en fait, je crée de la friction ça. Au mouvement. Et en fait, ce qu'on observe chez les gens qui réussissent, soit ça a été généré par eux, soit c'est leur entourage, leur coach sportif, leur entraîneur, leur associé, leur bras droit, leurs équipes. Autour, il y a quelque chose qui s'organise de sorte que tout ce qui serait leur zone de fragilité ne sont plus des problèmes parce que l'environnement est designé de sorte que ce soit facile. Par exemple, Google, ils avaient des problèmes parce qu'ils ont nourriture illimitée et gratuite pour leurs employés à San Francisco. Et donc, ils avaient un taux d'obésité qui était énorme. Et plutôt que d'essayer d'éduquer, ce qui aurait été une bonne stratégie, et je pense qu'ils l'ont fait d'ailleurs aussi, d'éduquer les salariés à mieux manger, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réagencé les cafétérias de sorte que les sodas soient plus difficiles d'accès, de sorte que les cookies, avant qui étaient dans des bols en verre transparent que tu peux voir tout le temps, soient cachés dans les placards et à l'inverse mettre des fruits visibles. Ils ont redesigné les cafétérias, l'eau de manière plus visible, les légumes de manière plus visible. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont sondé, parce qu'ils ont pu faire ils ont tellement de salariés qu'ils ont pu faire presque une analyse, une étude scientifique. Ils ont fait ça progressivement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu énormément de calories consommées en moins par les Googlers, mais sans pour autant qu'ils aient eu l'impression de devoir faire preuve de volonté. Et donc ça, c'est un truc hyper intéressant. Parce qu'en fait, ils étaient accessibles, les cookies. Ils auraient pu aller les prendre, mais il fallait faire un effort supplémentaire. Il n'y avait pas dans la boucle d'habitude ce qu'on appelle un déclencheur. Et ça s'applique pareil dans le business. C'est-à-dire que
Facebook, par exemple, va extrêmement loin dans designer les bureaux de sorte de favoriser la créativité. Chez Google, ils ont designé l'architecture des bureaux pour faire en sorte de maximiser le nombre d'interactions sociales qu'il y a entre des salariés, parce que c'est prouvé que plus il y a d'interactions sociales entre les équipes, plus il y a de créativité. Ça s'applique aussi à l'échelle d'un individu. Typiquement, la manière dont tu vas agencer ton bureau, qu'est-ce qui est accessible sur le bureau, là je parle vraiment le bureau virtuel de ton ordinateur. Donc ça a plein d'applications. La plus connue, c'est qui tu côtoies. Typiquement, qui tu côtoies a une influence qui est énorme sur les comportements que tu vas avoir. Il y a des centaines d'études sur le sujet qui montrent que tu vas avoir tendance à manger plus ou moins comme les gens que tu côtoies. Tu vas avoir tendance à investir comme eux. Comme les gens que tu côtoies. Donc ça, c'est un élément sur lequel tu as du pouvoir. Parce que les gens que tu côtoies façonnent tes croyances, façonnent ton état d'esprit. Je pourrais t'en donner d'autres. Mais allez, s'il y a un autre qui est intéressant, encore une fois, par rapport à ce qu'on disait sur la culture, c'est chacun avec leurs mots, mais tu vas avoir une culture très américaine qui te dit rêver grand. Et de l'autre côté, tu as toute une littérature de la performance et de la productivité qui te dit que la clé, c'est des objectifs court terme très spécifiques. Mais en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que ni l'un ni l'autre sont intéressants s'ils sont séparés. Et il y a une étude qui a été fascinante sur General Electric, qui était un peu le Apple de notre ancienne génération, qui montre qu'en fait, la performance s'exprime à l'échelle de l'individu ou à l'échelle d'une organisation ou d'une équipe de sport, dès lors que justement, il y a un combo d'un objectif qui est ambitieux au point que tu ne peux pas savoir comment le réaliser. Si tu sais répondre à la question « comment je vais faire ?» c'est que c'est pas assez ambitieux. Parce que l'objectif, c'est que tu te dises « putain, est-ce qu'on est capable de faire ça ? Comment on va faire ?» Donc un objectif qui est ambitieux, lointain, sans forcément avoir une date, et inspirant, mixé avec des objectifs très court terme, maximum 3 mois, très spécifiques, temporels, précis, mesurables. Très atteignables. Très atteignables. Et ce combo des deux, en fait, que ce soit dans le sport, dans l'art ou dans le business, c'est un combo qui est hyper puissant. Et souvent, tu vas regarder autour de toi, tu vas avoir des gens qui font l'un ou l'autre, ou malheureusement aucun des deux. Tu vas avoir des gens qui rêvent très grand, mais qui sur le court terme savent pas exactement c'est quoi la prochaine étape, c'est quoi, qu'est-ce que j'ai envie de livrer. Ils vont s'essouffler très vite souvent, parce que du coup, ils vont non seulement s'essouffler, mais en plus surtout se démotiver, parce que le phénomène de je vais monter l'Himalaya quand j'ai jamais monté une petite colline, c'est ça fait loin. Ça fait loin. L'autre problème, et General Electric s'ils l'avaient, c'est que ils avaient, donc General Electric, c'est l'entreprise qui a popularisé les objectifs SMART, qui d'ailleurs ont perdu toute leur saveur en fait après, parce que ils ont été utilisés, ils le sont d'ailleurs toujours malheureusement utilisés, pas comme General Electric l'utilisait, parce que eux l'utilisaient que sur du court terme et jamais sur quelque chose de très long. Et ils se sont rendus compte en faisant des audits de certaines business units que quand les équipes étaient que avec une philosophie SMART, mais qu'il n'y avait pas la philosophie d'ambition, vu que quand tu coches une tâche ou quand tu accomplis quelque chose, tu as une libération de dopamine. La dopamine, c'est le neurotransmetteur qui fait que tu as du plaisir et tu te sens bien et qui te donne envie de recommencer. Et ben, les équipes fixaient des objectifs qui étaient quasiment sûrs d'être atteints, qui n'avaient pas un sens profond par rapport à l'objectif de l'entreprise, parce que justement, inconsciemment, je vais pouvoir cocher ce truc-là, avoir ma petite libération de dopamine et me sentir bien. Aucun sens. Voilà. Et ça marche à partir du moment où j'ai non seulement des objectifs type OKR avec une vraie clarté, mixé avec je veux construire la cathédrale. Parce que du coup, c'est ok, à la fin du trimestre, on a fini ce mur, mais rappelons-nous, on ne fait pas un mur, on fait une cathédrale. C'est intéressant ce que tu dis. D'ailleurs, j'ai vu pas mal d'études aussi au Japon. Tu sais qu'il y a une culture du travail très particulière au Japon. C'est un pays que j'adore. Ouais. Toyota et Mitsubishi ont fait des études incroyables sur le travail. Et Toyota avait un objectif très simple. C'était de créer la première voiture hybride. D'ailleurs, ils ont réussi, comme tu le sais. Et c'est les leaders mondiaux actuellement. Et c'était très intéressant de voir comment ils avaient organisé les effectifs. Parce que le Japon, tu sais, la culture est très dure sur le travail. Tu dois travailler longtemps. Tu dois être présent sur la chaîne de montage. Tu dois ne jamais dire un mot de travers à ton supérieur, sinon c'est une catastrophe. Ouais. Et ils ont essayé de mixer un peu cette culture forte du travail japonaise avec une culture plus
anglo-saxonne et peut-être même européenne, plus occidentale. Ouais. Et je trouve que ça a bien fonctionné, mais c'est pas facile de mixer les deux, quoi. C'est vraiment deux choses qui peuvent paraître un petit peu antinomiques au départ. Non, mais d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai appelé ma boîte Paradoxe. c'est que en fait, tu remarques souvent que l'excellence naît dans le fait d'embrasser des opposés. Le management, c'est la capacité à soutenir et challenger. La parentalité, c'est savoir être absent et présent. Et justement, souvent, c'est plus facile le 0 et le 1, alors qu'en fait, l'excellence, elle l'est dans le fait d'être dans la zone grise de la bonne manière. Exactement. Donc oui, on retrouve des choses communes. Après, peut-être si on en rajoutait un qui est fascinant, c'est qu'ils sont tous différents aussi. C'est-à-dire qu'il y a des fonctionnements communs, mais s'il y a un truc en plus commun, c'est qu'ils sont tous différents dans le sens de défier un petit peu le statu quo, de défier la manière dont c'était fait. J'adore le livre justement Zero to One de Peter Thiel. Le début du livre, c'est vraiment la première phrase du livre en fait, ça m'a fait réfléchir. Il dit le prochain Zuckerberg, le prochain Bill Gates. En gros, le prochain Zuckerberg ne sera pas un créateur d'un réseau social. Le prochain Bill Gates ne sera pas le créateur d'un système d'exploitation. Sous-entendu, le point commun de ces trois personnes-là, c'est d'avoir tous les trois fait quelque chose qui n'avait jamais été fait. Et donc c'est aussi ça, c'est-à-dire que tu vois, c'est Jimi Hendrix qui va apprendre la guitare et à un moment donné la retourner. Et faire l'hymne américain avec les dents sur Voilà. scène. Et donc c'est cette capacité à un moment donné à apprendre tout ce qui se fait de mieux et après s'en libérer et se libérer du statu quo. On le voit en science, tu peux être un très bon scientifique, mais jamais révolutionner ton métier parce que tu te plies au dogme scientifique. Et il y a cette idée qu'en science, pour qu'un paradigme change, souvent il faut que tous les scientifiques de l'ancien paradigme meurent. Il y a très peu de personnes comme Einstein ou d'autres qui vont être capables de leur vivant de remettre en question le paradigme scientifique, et c'est valable dans le business, c'est valable dans plein d'endroits en fait. Donc ça, c'est aussi un autre point commun. Ça me rappelle un truc sur Mike Tyson. On lui disait à l'époque, juste avant qu'il soit champion du monde, c'est impossible d'être champion du monde à 18 ans de boxe poids lourd. Ouais. Il dit, mais mettez-moi le mec qu'il faut et on verra quoi. Et c'est ce qui s'est passé. Donc tu les lis, tu les regardes en vidéo, tu apprends tout ça où? Partout. Moi, je suis un passionné, je suis comme toi, je suis un passionné d'apprendre des choses. J'adore la géopolitique, j'adore les gens extraordinaires. Alors, des gens extraordinaires, il y en a certains dont on parle beaucoup, il y en a d'autres qui sont moins connus. Ouais. Mais j'adore ça parce que ça me passionne, ça me donne envie d'aller plus loin. Ça se voit. Ouais. Et si tu veux, moi, pour te faire très court, je sais que toi, tu as une histoire aussi un peu particulière. Enfin, tu en parles des fois dans tes vidéos. Moi aussi, j'ai une histoire un peu particulière. Je vais la dire rapidement. Moi, j'ai vécu dans une favelas à côté de Lyon qui s'appelle Pierre-Bénite. Quand je dis ce mot, les gens pètent des câbles. Ah bah oui, je crois que t'es pas loin de Lyon en plus. J'ai vécu avant, voilà. Ah bah voilà, bah, tu connais très bien. Et un jour, je me suis dit, j'ai deux possibilités. Soit je reste dans cet environnement-là, tu parlais tout à l'heure de l'environnement, des gens qui sont autour de nous, etc. Et je deviens quelqu'un que j'ai pas envie de devenir. Soit je sors de là, je m'enfuis, je vais faire autre chose. Et moi, j'avais des rêves. Moi, j'ai un rêve ultime, c'est d'un jour animer une émission business en direct de New York avec vue Central Park derrière. Je sais que je le ferai un jour, je sais exactement qui y aura dans l'émission. Trop bien. Et voilà. Et du coup, je me suis dit, je vais essayer de m'élever. Mais attention, point important, j'en ai déjà parlé sur Instagram, c'est pas facile quand même. J'ai quand même galéré beaucoup. Il faut pas dire aux gens, tout c'est facile, on va le faire, machin. Et je sais que tu le fais pas. Il y a des gens qui se permettent de le faire et je trouve ça un petit peu déplacé. C'est quand même difficile, mais on peut y arriver si on a vraiment l'envie et le fait de vouloir apprendre. C'est ça qui est le plus important, je pense. Non, en fait, c'est ça qui est... Oui, effectivement, c'est difficile. Je suis d'accord avec toi. Et c'est effectivement pour moi important de le transmettre pour pas créer des fantasmes et après des gens qui vont se comparer en disant bah, pour moi c'est dur donc j'ai un problème. La bonne nouvelle aussi pour équilibrer ça, c'est que ne pas te construire la vie qui t'inspire, c'est aussi difficile. En fait, dans les deux cas, c'est dur. Mais dans un cas, tu es fier de toi, tu as une vie de ouf, tu apprends, tu progresses. Mais c'est clair, la vie, c'est des challenges impermanents. Et tous les gens que j'interviewe et qui m'inspirent énormément, j'en connais aucun, peu importe le niveau de succès, d'argent, de notoriété qu'ils ont, qui n'ont pas des challenges. Exactement. J'avais une petite question à te poser sur... j'ai été assez impressionné par le visa 01 que tu as obtenu aux États-Unis. Pour ceux qui ne savent pas, est-ce que tu peux présenter déjà rapidement ce que c'est? Est-ce que tu peux nous raconter une courte histoire sur comment tu l'as obtenu? Bon, alors c'est un peu gênant, je t'avoue, de décrire le visa O1 parce que ça fait très prétentieux. En anglais, ils disent « Visa for people with extraordinary abilities », donc qui est donné
à des artistes, entrepreneurs et sportifs qui sortent du lot dans leur domaine. Pour moi, c'était un accomplissement énorme parce qu'en fait, à mes 17 ans, donc j'étais très mal dans ma peau, suicidaire. Ma maman m'a envoyé en maison comment on dit, en famille d'accueil pendant un mois aux États-Unis, et qui était une super expérience. Les Américains m'ont fasciné et je suis revenu des États-Unis. T'avais sûrement changé, ouais, déjà. J'avais changé et surtout j'ai dit à ma mère, je travaillerai là-bas. Parce qu'ils m'ont vraiment beaucoup inspiré, et donc obtenir ce visa, ça avait énormément de sens pour moi, d'autant plus que les Américains ont changé ma vie par, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, tous les livres. J'avais eu l'avocat de Johnny Hallyday qui m'avait dit au téléphone, jamais David, t'auras ce visa, c'est réservé à des gens comme Johnny. Johnny était vivant, je pense, à ce moment-là. Pour moi, ce que j'ai appris de ce visa, parce que ça m'a pris 1 an et demi avant de l'obtenir. L'histoire, elle est assez folle parce que même des personnes au gouvernement américain me disaient non, David, tu t'y arriveras pas. J'ai eu une première étape où l'ambassade américaine, en fait, mon avocat m'avait dit c'est bon, tu l'as, c'est bon. Je vais à l'ambassade américaine là à Paris. Et donc moi, je pensais récupérer mon visa. Et le mec me tend le papier, c'était marqué rejected. J'étais dégoûté. Une grosse descente, là, je pense. Ouais, une grosse descente. Tu m'as demandé une histoire courte, parce que l'histoire, elle est intense. Qu'en fait, pour donner juste le contexte de cette histoire, à la base, j'avais voulu faire un séminaire aux États-Unis pour des Français à Los Angeles, qui était mon rêve. Et quand je suis arrivé à l'immigration, j'ai dit que je faisais ça, parce que mes avocats m'avaient dit que c'était OK. Et donc, en faisant ça, j'ai perdu mon ESTA. Le gars m'avait dit à cette époque-là, plus jamais de votre vie, vous pourrez retourner sur le sol américain. Donc, obtenir le visa... Parce que tu avais travaillé, finalement... En fait, alors c'est pour ça que je t'ai dit que c'est une longue histoire. Ouais. La réalité, c'est que le texte de loi est pas clair, parce qu'en fait... Normalement, tu n'as pas le droit de travailler avec un visa touristique. Ça, je sais. Voilà, t'as pas le droit de travailler avec des Américains. Ah, moi, voilà. Ouais. C'était avec La nuance est là. C'était avec des Français. Mais vu que c'était Eventbrite, le site, ils ont considéré que ça aurait pu être des Américains. Même si dans la réalité, j'ai pas eu d'Américains. Mais bon, ils ont pas fait preuve de beaucoup de recherche pour conclure ça. Donc voilà, quand mes 22 ans, je sais plus quel âge j'ai, on m'annonce que je pourrais plus jamais aller sur le sol américain de ma vie. Ça doit faire mal. Ça pique, surtout quand c'est ton rêve. Oui. Donc obtenir le visa, je peux te garantir, c'était un truc de malade. En fait, je l'ai reçu, j'étais en plein événement, il y avait 300 personnes, 300 clients, dont plein de gens qui étaient au courant de l'histoire. Il y a au premier rang plusieurs clients qui ont eu les larmes aux yeux quand j'ai reçu le visa, même pas lié à mon émotion. Le simple fait qu'ils aient suivi tout le parcours pour l'obtenir, il y a plusieurs clients qui m'ont dit, tu sais David, que tu obtiennes ton visa, ça a été un cadeau pour moi, parce que ça m'a montré que tout est possible. Maintenant, comment je devrais remercier tellement de personnes? Je veux dire, il y a plein d'entrepreneurs français qui m'ont fait des énormes lettres de recommandation, des entrepreneurs américains très connus comme Brian Tracy qui m'a vraiment aidé à obtenir le visa. Donc c'est pas ma victoire, en fait, c'est la victoire de déjà 30 personnes. Ça a été un dossier de 120 pages pour le faire. Mais le 18 mars 2017, quand j'obtiens le visa, pour moi, c'est pas juste un symbole de l'État américain me reconnaît, c'est le nombre de personnes qui m'ont dit que c'était impossible, le gars qui m'a dit que c'était impossible que j'y retourne. Du coup, j'ai pu aller aux États-Unis, faire mes confs aux États-Unis, à Miami, Los Angeles. C'est un symbole pour moi que tout est possible. Ouais, t'as réalisé ton rêve, et malgré tous les challenges et les montagnes qu'il y avait devant toi, c'était compliqué. Bon, bah, bravo, félicitations en tout cas. Pour terminer, si on pouvait, quel serait ton rêve ultime aujourd'hui? Professionnellement et peut-être pas personnellement, parce que ça peut peut-être rester privé, mais comme tu veux. J'ai plusieurs niveaux de rêve, mais un qui en ce moment me donne vraiment la niaque. Comme je te disais tout à l'heure, l'ennemi de la réussite, c'est de croire que tu as réussi. Et Bill Gates, il dit ça, voilà, qu'il n'y a rien de pire que de penser que tu as réussi. Et qu'au moment où tu penses que tu as réussi quelque part, tu viens déjà de faire un pas vers ton prochain échec. J'ai eu une ascension au début qui a été rapide, et dans cette ascension-là, justement, à un moment donné, je me suis moi-même piégé à ce truc de c'est bon, ça marche, je réussis. Et du coup, en faisant ça, j'ai créé moins de croissance. Et aujourd'hui, j'ai trouvé un rêve qui m'inspire énormément et qui m'aide énormément, peu importe. Je sais pas, j'ai un TED par exemple qui est le TED le plus vu au monde, mais qui m'aide à rester centré, ancré et focalisé sur mon projet, que je sois valorisé ou critiqué, que ça marche ou que ça marche pas, qui est... En fait, pour donner du contexte, j'ai acheté récemment une formation aux États-Unis sur l'entrepreneuriat qui est sur le scaling. J'en ai acheté 2 en fait. Elles sont les 2 mêmes tarifs.
Et il y en a une des deux qui, dans mes perceptions, est spécialement nulle. Ah. Mais c'est elle qui m'a fait un énorme cadeau. Tu vas comprendre pourquoi ça m'a aidé à connecter à ce rêve-là. En fait, elle est nulle dans mes perceptions parce que le fondateur, aujourd'hui, il a 70 ans. Donc les formateurs sont des formateurs de l'entreprise, c'est plus le fondateur qui forme. En tout cas, c'est pas le formateur qui me forme actuellement. Et quand je participe à la formation pour entrepreneurs, alors qu'on est tous entrepreneurs qui font plusieurs millions de chiffres d'affaires, certains plusieurs dizaines, centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, j'ai jamais appris un truc de malade à la fin des 6 heures. J'ai pas la niaque, j'ai pas envie de tout donner. Tu le sens pas? C'est bien, mais c'est pas extraordinaire. Et en fait, en faisant ça, je me suis dit, j'ai pas envie de créer une entreprise qui, une fois que je suis décédé, périclite tranquillement. Donc en ce moment, tu me posais mon rêve le plus important pour moi, c'est de créer une organisation qui, après ma vie, continue d'avoir de l'impact, continue de créer des produits et des services qui inspirent les gens, impactent leur vie, changent la vie des gens et avoir une culture qui est si forte qu'elle continue de se développer et de s'améliorer après ma vie. Donc ça, en ce moment, c'est le truc qui a le plus de sens et c'est un peu pour moi l'équivalent de la cathédrale, c'est que ça m'aide à prendre des décisions qui ne sont pas basées sur créer quelque chose. On parlait de Gary Vee qui est très sur le long terme aussi. Ça m'aide à prendre des décisions qui ne sont pas basées sur faire 100 000 vues ou 200 000 euros de chiffre d'affaires dans les 3 mois, même si ça a de la place, ça a sa place, mais qui m'aident à prendre des décisions qui m'aident à construire ce projet le plus lointain. Une organisation qui vit au-delà de moi, qui continue d'impacter sur plusieurs siècles. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais en tout cas, ça m'inspire énormément et ça donne du sens à plein de choses. À plus court terme, il y a le documentaire, un projet de livre et le kiff le plus court terme de tous en ce moment, qui est de me créer une équipe de direction de gens plus talentueux que moi, auprès de qui je peux apprendre et qui ont les yeux qui pétillent dans leur domaine et avec qui créer des trucs de dingue. Moi, j'ai un côté... Je me sens des fois presque plus artiste qu'entrepreneur. En tout cas, j'aime la création. Et donc voilà, je veux avoir des gens, que ce soit au niveau finance, CTO, donc tech, au niveau prod, au niveau vidéo, au niveau design, qui sont des oufs. Et ensemble, et avec le reste des équipes, aller créer des choses qui mettent des étincelles dans les yeux des gens. C'est ça, en ce moment, mon objectif. Ouais, créer des choses dont tu n'as même pas l'idée peut-être aujourd'hui, mais que l'idée va arriver dans 3, 4, 6 mois, 1 an, et qui vont faire des projets incroyables. C'est ça. Et mon kiff, sincèrement, en ce moment, c'est ça. C'est quand l'équipe, par exemple, fait un montage, une intro d'une interview, et je vois l'intro et je fais « Waouh !» Et surtout, ce que j'adore, c'est le moment où je me dis... En fait, j'adore la sensation de me dire « Je sais pas comment moi-même, je sais pas si j'aurais pu le faire. » Donc voilà, vivre de plus en plus souvent cette sensation d'être dépassé par des gens meilleurs que moi dans l'équipe et du coup devenir une ressource pour eux, leur apporter les meilleures conditions de travail, un bien-être dans l'équipe, un bien-être à travailler ensemble, des projets qui les stimulent. Tu vois, c'est entre autres la raison pour laquelle on a investi dans ces bureaux et aussi on a des bureaux à Dubaï qui sont ouf. C'est parce que je voulais vraiment je veux avoir des gens top qu'on met dans des super conditions pour travailler et qui sont heureux de travailler ensemble. C'est ça mon kiff en ce moment. C'est là que tu peux faire les plus beaux projets en fait, tout simplement. Et c'est une aventure humaine qui n'a rien à voir parce que c'est pas ouf de réussir tout seul. J'avais peut-être une toute dernière question. On n'a pas du tout parlé de ça. Tu as cité le mot 2-3 fois, investissement. Ouais. Est-ce que tu as des choses à nous dire là-dessus? Est-ce que tu connais un peu les crypto-monnaies ou pas? Je sais que tu as fait une vidéo avec Asher qu'on salue d'ailleurs. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Quel est ton positionnement là-dessus, toi, à titre personnel et au niveau entrepreneurial? Je peux te dire que j'ai pas eu le visa O1 sur la crypto. Non, je préfère laisser parler des personnes comme Asher ou plein d'autres personnes qui sont bien plus experts que moi. Il y a plein de gens bien meilleurs que moi dont tu fais partie sur l'investissement. Là où je suis en revanche très bon, c'est aider les entrepreneurs que j'accompagne à savoir quelle est la partie d'eux qui veut investir et justement être sûr qu'ils soient connectés au lobe préfrontal quand ils décident. Ça, là, je suis bon. Après, comment lire le bilan de sorte de savoir si c'est la bonne startup sur laquelle investir. Là, tu vois, j'ai un pote qui me dit tu veux investir dans un fonds et je pense que je vais le faire parce qu'il est hyper bien connecté et j'ai confiance en lui, mais pour le coup, il est meilleur que moi. Donc moi, souvent, j'interviens plus dans, tu vois, j'ai une startup, est-ce qu'on ouvre dans tel pays ou pas?
Je fais attention à justement, est-ce que c'est la surexcitation ou la peur qui te fait investir? Là, je peux te parler longtemps de quels sont les indicateurs internes et externes pour te dire attention, ne pas investir. Maintenant, où investir? Voilà, moi j'ai investi dans des trucs, dans des index très long terme, parce que globalement, je crois que l'économie elle est en croissance sur le long terme, encore une fois. Ce que nous montrent les 40 dernières années, c'est que globalement le marché monte, donc j'ai investi sur des choses comme ça. J'ai investi pas en crypto aujourd'hui. De manière globale, encore une fois, hein, j'ai mis le disclaimer, je ne suis pas un expert. Pas de souci. Mais ma philosophie pour moi et les gens que j'aime autour de moi, c'est de leur dire investis pas plus de 10% dans les cryptos et les startups, en tout cas tout véhicule qui est volatile. En tout cas, au moins, tant que tu n'es pas vraiment un expert dessus, encore une fois, pour quelqu'un comme Asher, c'est différent, mais pour quelqu'un qui... Moi, ma source de kiff première, c'est mon entreprise, c'est mes clients. Et donc, voilà. En fait, l'idée, c'est de construire une pyramide où d'abord, déjà, tu as du cash pour que tu ne sois pas volatile émotionnellement et que tu as une baisse d'activité, tu as de la trésor, tu as du cash perso. Ça, je conseille à tout le monde de faire ça. Bien sûr. Parce que tu es stable émotionnellement. Très Et important. c'est cette stabilité qui va faire que tu vas éviter de prendre des décisions qui sont pourries. Ensuite, d'investir dans des choses un peu plus volatiles qui peuvent être certaines cryptos que je ne saurais pas citer, qui sont plus stables, ou investir comme moi dans des index ou de l'immobilier. Ouais, c'est une sorte de pyramide en fait, du plus simple et sécurisé vers le plus volatile et moins sécurisé Voilà. finalement. Avec à prendre en compte ton âge, ton appétence ou ta résistance au risque, à quel point tu as des sources de revenus, à quel point tu as des enfants ou pas, qu'est-ce qui est important. Voilà, c'est une équation un peu globale. Moi, je crois beaucoup aux crypto pour le futur. Tu as suivi le projet de VeeFriends d'ailleurs de Gary Vee, les NFT VeeFriends ou pas du tout? Je suis pas quelqu'un qui suit les trends du tout. D'accord. Tu vois, par exemple, j'ai tous mes potes entrepreneurs, quand il y a Clubhouse qui est sorti, qui m'ont dit « Allez, va sur Clubhouse ». Tu vois, je suis beaucoup... Moi, mais c'est pas bien ou mal, hein, c'est qu'il y a les deux projets, les deux fonctionnent. Tu as la vélocité et l'excellence. C'est deux métriques différents, les deux ont de la valeur. Est-ce que tu es un sprinter ou un marathonien? Moi, les gens qui me mettent les larmes aux yeux, c'est des Da Vinci qui a mis 16 ans à faire la Mona Lisa, c'est des Victor Hugo. Tu vois, je regardais Victor Hugo, il y a 3 millions de personnes qui se sont déplacées à son enterrement à Paris, à l'époque où il n'y a pas le train comme aujourd'hui, ni les avions. Ça m'inspire. Pendant longtemps, j'ai eu un dilemme intérieur parce qu'on est dans une ère qui va vers la vitesse. Exact. Les réseaux sociaux, c'est la vitesse. Et voilà, Gary, son truc, c'est la vitesse. Mais moi, je suis pas quelqu'un qui excelle dans la vitesse. Toi, tu as besoin de construire, prendre le temps de construire peut-être plus. Voilà, typiquement, je vais certainement sortir mon livre en dernier par rapport à tous les gens de mon domaine. Par contre, ça veut pas dire que j'y arriverai. Mais mon intention, c'est que ce livre... Encore une fois, ça veut pas dire que j'y arriverai. Mais mon intention, au moins, c'est que mon livre, j'en sois fier pendant 20 ans. Et tu vois, je vais mettre plus de temps à le faire, ça fonctionne plus pour moi. J'ai été le David dans la vitesse, j'ai créé plein de vidéos dans la vitesse. Je m'en souviens bien. Ça a apporté ses fruits, je pense que c'est une super stratégie. En termes de croissance, ça t'a beaucoup aidé au début, je pense. Voilà, pour démarrer, c'est une super stratégie, ça permet d'avoir plus d'itérations, plus de boucles. Encore une fois, hein, je crois beaucoup à cette notion de boucle courte qu'on retrouve dans la startup et pour lequel il y a à apprendre. Il y a plein d'études qui montrent les vertus de ça. Mais j'essaie de faire attention à ne pas plonger dans... Ouais, j'aime bien cette idée que quand la masse va quelque part, c'est un indicateur potentiellement où il ne faut pas y aller. Il y a Warren Buffett qui dit beaucoup ça, quoi. Beaucoup des grands investisseurs, quand la masse se précipite quelque part, c'est un indicateur pour dire ça pue. Et typiquement, voilà, c'est un peu quand Nabila se met à investir dans quelque chose. Typiquement, quand Nabila dit, je crois que c'était les cryptos justement, j'investis dans les bitcoins. Moi, je me dis, quand quelqu'un qui n'est pas expert donne au monde entier qu'il faut le faire, et ben c'est un indicateur pour pas y aller. Maintenant voilà, je pense que je sais pas quelle est la crypto qui va marcher. Je pense que j'adore la tech, donc je pense que c'est une monnaie qui est le futur. Je vois pas comment ça peut pas être le futur. Mais je suis pas assez un expert. Et non, on peut pas être parfait partout, on peut pas être expert en tout. Hein. Non. et encore une fois, moi je construis ma pyramide. Donc là où j'en suis moi, c'est Trésor pour moi. Et les boîtes, l'immobilier sur lequel je vais,
J'adore l'immobilier aussi, c'est vraiment génial. Les startups, et j'irai certainement sur la crypto, mais à la limite, j'ai besoin de me créer un environnement d'amis bien meilleur que moi, auprès de qui je peux leur poser des questions. Donc voilà un petit peu par rapport à l'argent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est j'accompagne plein de gens sur le sujet d'argent, mais paradoxalement, je les accompagne sur tout le mindset lié à l'argent. Et ça me fait mal au cœur quand je vois des gens qui ont mis 15 ans d'économie C'est incroyable. dans quelque chose qui a aucun fondement, et de voir qu'ils perdent tout, qu'ils embarquent leurs amis avec eux. Tout ça avec une belle intention, c'était le pire. C'est ça qui est terrible, parce qu'en plus, ils créent des choses incroyables, des problèmes dans leur famille, avec leurs amis, etc., pour des sujets qui n'en valaient pas la peine à l'origine, quoi. Voilà. C'est ça qui est Et donc, terrible. l'argent, c'est un des sujets avec le couple et le sexe qui est les plus émotionnels. Et donc, peut-être mon message de fin là-dessus, c'est que n'investis pas ni avec la peur, ni avec la surexcitation. Il vaut mieux rater, comme dit Richard Branson, les opportunités, c'est comme les bus, il y en a toujours un qui passe. Il vaut mieux investir. Tu vois, par exemple, il y a 2 ans, j'ai acheté un appart, et je voulais acheter un autre appart. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas le moi sage, ancré, c'était la peur de passer à côté d'une opportunité. Ouais, l'excitation. De faire ce truc-là. Et heureusement, voilà, j'ai réussi à m'en rendre compte et pas passer à l'action. Parce que c'est comme ça que tu détruis un gros morceau de ta vie. Clairement, ça m'est arrivé également dans les cryptos. Il y a eu des cryptos, je me suis dit, oh putain, celle-là, je voulais absolument investir dedans. Finalement, je ne l'ai pas fait. Et avec le recul, je me dis, bah tant mieux en fait. Tant mieux, des cryptos, il y en a des 10 000, 100 000. Parce que c'est ça que je trouve le plus dur avec les cryptos. C'est compliqué. Tu peux tellement devenir très riche très vite que c'est dur de rester centré. Et en fait, pour avoir accompagné un grand joueur de poker français, je me suis intéressé du coup aux neurosciences du poker. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on met des scanners sur les grands joueurs de poker, quand ils gagnent et quand ils perdent, l'émotion qui est dégagée par, pour faire simple, la partie limbique du cerveau, elle est plus petite que monsieur et madame tout le monde, qui a tendance à avoir des oscillations. C'est la coupe du monde quand je gagne et c'est la fin du monde quand je perds, qui est beaucoup plus grande. Et je pense que ça, c'est le plus gros enjeu pour devenir un bon investisseur, c'est la stabilité émotionnelle. Exactement. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de machines maintenant remplacent les hommes dans les salles de marché. Elles t'aident à être stable. Et ça revient sur ce que je disais, mettre en place un système un environnement qui t'aide à être performant. Là, c'est la machine pour le coup qui te contraint à être performant ou qui t'aide à prendre une décision sans que c'est toi à le faire par tes émotions. Exactement. Merci beaucoup David, c'était vraiment un vrai plaisir de t'avoir sur notre chaîne. J'espère que tu as pris du plaisir également, que c'était cool pour toi. J'ai pris beaucoup de plaisir. Est-ce que tu as un tout petit mot de la fin très court à dire à nos auditeurs ? Moi, le message le plus important pour moi et qui j'aurais aimé entendre à mes 15 ans, j'aurais aimé me le dire à mes 15 ans, c'est que c'est dingue le nombre de choses qu'on fait pas par peur d'être critiqué, par peur du regard des autres. J'aime beaucoup cette idée que tu maîtrises ta vie quand tes murmures à l'intérieur ils sont plus forts et plus grands que les murmures de l'extérieur. Et c'est ça le paradoxe en fait, c'est que quand tu construis une vie par rapport à ce qui est important pour toi et que quelque part tu dis j'en ai rien à faire que les autres soient d'accord avec mon projet, le paradoxe c'est que tu te mets à attirer des gens qui reconnaissent ton projet, qui sont inspirés par ton projet, et tu te mets à attirer plus de personnes que tu n'en as jamais attiré. Et c'est un peu ce paradoxe-là. Au moment où tu es prêt à faire le saut dans le vide, que d'être critiqué, détesté, et ben c'est un petit peu cette idée que quand tu sautes, le filet apparaît. Quand tu sautes dans le vide, d'aller vers tes rêves, d'aller vers ce qui est important pour toi, au risque de rater devant tout le monde, et ben il y a des gens sortis de nulle part qui te mettent à t'aider pour tes projets. Et on parlait du visa, il y a des gens sortis de nulle part qui m'ont aidé à vivre ça. Et donc je souhaite aux gens qui nous écoutent que s'il y a un petit murmure à l'intérieur d'eux qui leur dit « Allez, fais ce voyage, va parler à cette personne-là, fais ça », de le faire, quitte à foirer. Je raconte souvent ma fois où je suis allé dans la salle de sport parler à Jay-Z, le mari de Beyoncé. J'ai foiré, mais c'est pas grave. J'ai pas obtenu mon interview, j'ai été nul. Ça arrive. Mais si tu l'avais pas essayé, j'aurais eu plus de regrets, clairement. Et c'est une étape de plus qui fait que tout à l'heure, je t'ai dit, j'avais un entretien avec un des plus grands producteurs français et j'étais beaucoup plus détendu. Et c'est toutes ces fois où j'ai potentiellement pas été bon et raté qui fait que la 100e fois, je vais être à l'aise. Et on voit trop souvent, tu parlais que c'était parfois dur la réussite, mais on voit trop souvent justement la partie brillante de l'iceberg. Alors qu'en fait, c'est comme dit Kobe Bryant, c'est le nombre de paniers qu'il envoie tous les matins, plus que les autres, qui fait qu'à un moment donné, il a eu la trajectoire qu'il a eue. Et je souhaite aux gens
d'avancer vers ce qui les inspire et que peu importe la critique, les échecs ou quoi, ils misent sur 10 ans. Et quand tu mises sur 10 ans, c'est impossible de ne pas avoir une vie de ouf. Exact. Merci beaucoup David. Merci à vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, le petit pouce bleu, le commentaire, le partage. C'est pas grand chose pour vous, mais ça veut dire beaucoup pour nous. C'est un vrai plaisir de vous accueillir sur cette chaîne Fructify. Merci à vous et à très vite.